Des dizaines d'années et des milliers de kilomètres les séparent. Comme des millions de bambins, la guerre leur a ravi leur enfance. Qu'ils étaient doux ces jours de mon enfance, où toujours gai, sans souci, sans chagrin, je coulais ma douce existence, sans songer au lendemain. Quel sens aurait pu avoir pour eux ces vers de Nerval, qui pour nous, Européens en paix depuis 1950, renvoient à des souvenirs chers de notre passé. Voici le destin croisé de trois étrangers au bout du monde si différents. Trois inconnus, trois anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle, que nous avons découvert, appris à connaître, à qui nous avons souhaité rendre hommage. Parce que nous sommes Dunkerquois, parce que nous nous sommes engagés dans la voie d'Erasmus qui prône l'humanisme, l'égalité des chances, l'unité et la diversité, la solidarité universelle. En 1940, à Dunkerque, la guerre a fait irruption dans la vie du petit Léon, rythmé jusque-là par des balades en famille, l'école, la lecture, les jeux. Parvana est née à Kaboul en pleine guerre. En tant que fille, elle n'a jamais eu accès à l'école et a été contrainte de se travestir en garçon pour subvenir aux besoins de sa famille. Bilkis, bien que privée d'école, soumise à des tâches quotidiennes et des conditions naturelles difficiles, vivait une enfance heureuse dans une campagne afghane, quand les occupants soviétiques ont abusé d'elle, la condamnant à la honte, au rejet, à la réclusion. Enfance volée. Misère, toxique, Amitié, complicité, humour, censure, mort, persécuté, sang, vol, clair, entraide, innocence, dormir, doudou, joie, nocif, horreur, crise, abandon, minable, fête, foyer, sentiment, morale, extase, vœu, faveur, rage, torture, guerre, totalitarisme, tendresse, entourage, satisfaction, favorisée, richesse, épanouissement, rêve, enjouement, incident, famille, risque, violence, charme, stabilité, profiter, allégresse, parents, mouvement, ravi, magie, incident, exécution, miracle, émerveillement, puissance, jubilation, compassion, victoire, difficulté, peur, cri, avenir, joie, instabilité, viol, propagande, mariage forcé, traumatisme, désespoir, solitude, tranquillité, vénard, éternité, futur, avenir, combler, négligence, explosion, infortune, souffrance, survie, privation, réalité, effet miroir, défavorisé, héros, opportunité, bienveillance, rayonner, sourire, sombre, pauvreté, affamé, meurtre, pleurs, mal dans sa peau, recroqueviment, victime, affecté, maltraitance, accablé, malheur, affligeant, avantage, rire, excitation, bénédiction, détente, plaisir, lumière, orphelin, chagrin, abattu, terrorisme, chaleur, gain, avenir, rassasié, douceur, plénitude, prospérité, justice, espoir, cruel, détresse, délaissement, catastrophe, périr, vaincre, jeu, fortune, fortuné, insouciance, gloire, succès, confiance en soi, famille, créature, cauchemar, liesse, soleil, adorable, complétude, connaissance de soi, victoire, colère, démon, décevoir, méchanceté, opposition, atrocité, danger, maladie, injustice, satanée, musique, respect, partage, gentillesse, gaieté, harmonie, sérénité, danse, paix, sinistre, raté, maléfique, cicatrice, oubli, marque, câlin, éthique, jouissance, délectation, enivrant, agréable, septième ciel, opulence, foi, enchantement, regrettable, rivalité, dépendance, ethnie, vestige, perte, refuge mental, préjudice, oublié, idéal, sagesse, vérité, envie, savourer, délice, éphémère, mensonge, sacrifice, doute, pitié, existence, confiance, liberté, avantageux, ivresse, vivre, amour, paradis, bon, bonté, désir, éducation.
En 2020, c'est la Covid qui a fait prendre conscience au monde entier de ce qu'est le manque. Disposer d'1 heure par jour pour prendre l'air et faire des courses de première nécessité, découvrir des rayons de supermarchés vides, ne plus pouvoir aller à l'école, vivre H24 avec sa famille, être coupé de l'extérieur, avoir peur pour sa vie et celle des siens. Qui aurait pu imaginer que nous, adolescents du XXIe siècle, ayons à expérimenter de tels ressentis ? Mais si la Covid est une fatalité implacable à laquelle personne, quelle que soit sa position, ne peut échapper, la guerre est une décision humaine, conditionnée et justifiée par tous les facteurs imaginables, aussi illégitimes les uns que les autres, au regard de la vie d'hommes, de femmes, d'enfants, que l'on condamne à la survie, à la privation, à l'indigence, si ce n'est à la mort. Léon a connu les bombardements, la promiscuité, le rationnement, la privation d'électricité, d'eau courante, de savon, de vêtements, d'instruction. Parvana n'avait pas accès aux boutiques, à la musique, aux livres, à la télévision. Bilkis a été privée du droit de vivre, vendue tel un objet de consommation courante, privée de nourriture, de sommeil, de toute communication. Destruction et privation. Il s'appelle Léon. Il avait 11 ans. Il a habité à Dunkerque. Un jour, il a entendu des bruits inquiétants. C'était le ronflement des moteurs des unions allemandes qui ont largué des mines à l'entrée du port. La ville de Dunkerque se faisait bombarder. Il y en a eu des explosions, des cris qui ont traversé les rues. Ils sont restés jusqu'aux grandes vacances dans cet enfer. Ils ont déménagé, lui et sa famille, à Lille. Ils étaient 5 dans une pièce. Sa vie était très compliquée. Ils avaient des tickets de rationnement et ils ne pouvaient même pas manger ce qu'ils voulaient. La jeunesse de ce garçon a vraiment dû être très compliquée. Eh bien, il n'avait que 11 ans, donc il n'a pas vraiment pu vivre sa jeunesse, car s'il sortait, il prenait le risque de mourir. C'est à cause de la guerre. Les bombardements, les cris, les explosions, c'était un enfer et il ne pouvait plus rien faire. Mais a-t-il connu l'opération Dynamo ? C'est quoi déjà l'opération Dynamo ? C'est le sauvetage de milliers de soldats anglais sur la plage par les Alliés. Lui et sa famille, ils ont dû déménager. Vous avez vu comment c'était l'enfer ? On va dire qu'ils ont pu reprendre leur vie assez tranquillement. Vivre, c'est pas ce que j'aurais dit. Ils étaient à 5 dans une pièce, ils avaient des tickets de rationnement. J'aurais pas dit vivre, mais survivre. J'ai déjà eu l'occasion de voir cette histoire et je sais qu'il est encore en vie. Elle s'appelait Parvana. Elle vivait en Afghanistan avec son père, sa mère, sa grande sœur et son petit frère. Un jour, son père a été arrêté car il possédait des livres interdits. C'est ce jour où la descente aux enfers a commencé. La ville était dévastée, il y a eu des bombardements. Il y avait beaucoup d'explosions, des cris. Ils vivaient dans une pièce où ils étaient 6. Elle devait aller chercher l'eau tous les jours. Elles, les femmes, n'avaient pas accès aux boutiques. Elles devaient rester à l'extérieur et crier ce qu'elles voulaient. Elles ont été interdites d'aller à l'école et ne pouvaient même pas danser, ni écouter de la musique, ni regarder la télé, et ni lire des livres. Wow, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que cet article fait vraiment bien ressentir la privation des femmes en Afghanistan. Non, mais c'est surtout qu'elle a été privée de son père, ça va être un gros coup dur pour elle. Elle devait aussi subvenir aux besoins de sa famille et pour une Afghane, c'est très compliqué. C'est sûr que là-bas, en tant que femme, t'as pas beaucoup de droits. Léon aussi avec les bombardements, non ? Oui, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais, vu que c'était pas la même époque. Mais que dit le dernier paragraphe ? Elle s'appelle Bilkis. Elle a vécu en Afghanistan. Là-bas, dans son pays, elle a été privée de droits, a été reniée par sa famille, a été privée de sommeil et de nourriture. Sa vie était très compliquée. Elle n'avait pas le droit d'écouter la radio, ni de jouer aux jeux ou de se promener.
Pour résumer, on l'interdisait de faire les choses qu'elle aimait. Elle n'avait pas le droit de rentrer en contact avec une personne étrangère, de manger de la nourriture qui venait d'un autre pays, et ne pouvait apprendre aucune valeur d'un autre pays. Elle était privée de droit. Wow, mais limite, elle avait plus le droit de vivre en fait. Elle a été privée de l'amour de son père, ce qui a dû la traumatiser. En plus, le fait qu'elle puisse rentrer en contact avec personne, ça n'a pas vraiment dû l'aider. En gros, on lui a détruit sa vie juste parce que c'était une femme. C'est quoi être libre pour un Dunkerquois astreint à un couvre-feu et interdit de plage en 1940 comme en 2020 ? C'est quoi être libre pour une femme afghane qui, depuis des décennies, lutte pour disposer de son corps, de son image, pour avoir le droit de penser, parler, étudier, travailler et aujourd'hui se déplacer seule dans la rue ? Léon a découvert le couvre-feu, les laissez-passer, les zones interdites, la censure, la course aux abris, la fuite. Parvana n'a pu approcher du sentiment de liberté du simple fait de sortir, travailler, faire des achats qu'en se faisant passer pour un garçon. Il aura fallu des années à Bilkis pour s'autoriser à parler, pleurer, disposer de son corps. Suppression de toute forme de liberté. J'avais 11 ans quand j'ai su qu'on se rendait compte de l'importance des choses seulement quand on les perdait. La chose que moi j'ai perdue, c'est la liberté. Circuler, impossible quand ta vie est rythmée de couvre-feu et de laissez-passer douteux. Même aller à la plage était interdit. S'exprimer, impossible quand on vous censure parce que vous dites la vérité. Même penser était devenu impossible puisque la propagande nous lavait le cerveau. Oui, quand tout est devenu impossible, j'avais 11 ans. Et encore, moi, je ne portais pas l'étoile à l'école. Je n'avais pas l'âge de partir au front. La milice ne m'a rien fait. J'ai juste vu l'horreur, j'ai juste entendu les bombes, j'ai juste compris que tout tombait autour de moi alors que j'étais en 6e. Mon nom est Parvana. Je suis afghane. Lors de mon enfance, les talibans sont arrivés. Mon père aimait les livres. Il a été arrêté. Les livres nous ont été interdits. Il ne restait que moi, ma mère, ma sœur et mes petits frères. Malheureusement pour nous, les filles ont été interdites de sortir. Nous n'avions aucun moyen de survivre. Les femmes ont été interdites de travailler. Les femmes ont été interdites de montrer leur visage ou leur corps. C'était comme si être une femme était interdit. Il n'y avait aucun moyen de décompresser. L'alcool a été interdit. La culture a été interdite. Sortir du pays ou laisser les étrangers entrer a été interdit. Toute forme d'échappatoire nous était interdite, nous laissant dans le désarroi total, piégés tels des rats dans un carton. Alors, j'ai bravé les lois, je me suis déguisée en garçon dans le seul but de faire vivre ma famille, moi, une enfant. La vie est tellement plus supportable en garçon. Je pouvais sortir quand je voulais, où je le voulais, dans la tenue que je voulais. Je pouvais montrer mon visage, j'avais le droit à mon individualité. J'avais le droit à ces miettes d'expression. Alors oui, j'ose le dire, une vie sans liberté n'est pas une vie, mais une simple apnée tête sous l'eau, jusqu'à l'espoir de pouvoir enfin respirer.
psychologique, verbale, économique, physique, sexuelle. La violence est multiforme. Toutes les formes de violence ont en commun de viser à faire le mal, blesser, annihiler. La violence, c'est être obligé ou forcé à voir, ressentir ou faire quelque chose qu'on ne veut pas. Guerre, suppression de liberté, violence, une logique de destruction programmée imparable. Léon a vécu les traques, la peur des rafles, a découvert l'existence des camps de travail des prisonniers, des déportations de juifs, des exécutions de résistants. Parvana a connu les fouilles, les coups, les spectacles de mains coupées, les enlèvements de femmes, le règne de la terreur. Elle a nourri sa famille en déterrant des eaux. Bilkis a subi toutes les formes de violence. Elle a grandi dans un monde rythmé par le rejet, la délation, la lapidation, la pendaison. La violence éternelle. Bonjour et bienvenue au groupe de parole des violences anonymes. La dernière fois, je vous ai demandé de m'écrire votre témoignage afin de nous le lire. Donc, qui souhaite commencer ? Bonjour. Bonjour à tous. Pour ma part, j'ai subi un harcèlement. Enfin, je crois. Tout a commencé très tôt, je devais avoir 6 ou 7 ans quand pour la première fois, des personnes que je connaissais à peine se sont moquées de moi. Pourquoi, je sais plus trop, je pense qu'ils me trouvaient moche ou quelque chose comme ça. Au départ, ça me dérangeait pas plus que ça. Ma mère me disait de ne pas les écouter, mon père, lui, s'en foutait. Au départ, ce n'était que 3 personnes, puis 4, puis 5, puis 20, puis toute ma classe. Toute l'école primaire, j'ai dû subir jour après jour les méchancetés de mes camarades de classe. Quand je suis rentrée au collège, je pensais que tous mes problèmes allaient s'effacer. Une nouvelle classe, un nouveau départ, comme disait ma mère. On peut dire qu'elle avait tort. J'ai eu le malheur d'atterrir dans la classe de 3 de mes anciens camarades de classe. 3 personnes qui m'embêtaient avant. Et par je ne sais quel procédé, ils ont réussi à me faire détester par tous les gens de ma nouvelle classe. Et les petites méchancetés qui étaient à la base juste des petites insultes se sont transformées en une violence physique. Une fois, à la sortie des cours, un groupe de garçons m'attendait pour me frapper. Je suis rentrée avec un cocard. Je sais ce que vous vous dites. Pourquoi j'en ai pas parlé à la CPE? Pourquoi j'en ai pas parlé à mes parents? J'ai essayé. Je leur en ai parlé, mais personne m'a écouté. Personne. Même pas mes parents qui disaient que c'était normal, que des enfants de mon âge m'embêtaient et que ça arrivait à tout le monde. Pour eux, c'est qu'une question de temps. Une question de temps. Ça faisait déjà depuis 8 ans que ce calvaire perdurait. Puis un jour, j'ai eu le malheur de toucher le rasoir de mon père. La suite, vous la connaissez. Je pensais que me faire du mal à l'extérieur me ferait oublier mon mal-être intérieur. Je n'ai pas trop envie de m'attarder sur le sujet. Il y a 3 ans, je suis rentrée au lycée. Je peux dire que c'était beaucoup mieux. Je ne subissais plus d'insultes et autres. Mais cela ne m'empêchait pas d'être toujours enfermée sur moi-même. Je n'avais aucun ami. J'en voulais pas, enfin, je crois. Je ne voulais pas sortir de mon lit. Mes week-ends se résumaient à rester dans mon lit, à pleurer. Je continuais toujours à me faire du mal. Je me détestais. Je ne pouvais pas me voir dans un miroir. Je voyais un être perfide et livide. J'enchaînais les crises d'angoisse sans aucune raison. J'en avais marre de moi, marre de cette vie. Je voulais en finir. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de me jeter du balcon de mon appartement. J'espérais me réveiller dans l'au-delà, mais non, je me suis réveillée dans un lit d'hôpital, par chance sans aucune grande blessure. Quand ma mère a su tout ce qui s'était passé, elle n'a pas eu d'autre choix que me placer dans un hôpital psychiatrique. Elle m'y a laissé pendant 1 an. Là-bas, on m'a gavé d'antidépresseurs et d'autres médicaments de tout genre. Bizarrement, c'était pas si terrible. Je me sentais même bien là-bas. J'ai même réussi pour la première fois à me faire des amis. Ok, tout se passait de l'hôpital plus ou moins rapidement, mais cela ne m'empêchait pas que j'arrivais à garder un peu contact avec eux. Ça fait maintenant 1 an que je suis sortie de cet endroit. 1 an que j'ai repris ma vie presque normalement. Je vais mieux, beaucoup mieux, même si cela ne m'empêche pas de me sentir mal dans ma vie au quotidien, en repensant à mon calvaire passé. Merci beaucoup de nous avoir accordé ta confiance pour en parler. Sache que même si tu ne subis plus de violence aujourd'hui, ta douleur n'en est pas moins légitime. Qui veut continuer? Oui.
Bonjour à tous. Il m'est difficile de parler des violences que j'ai vécues et je vous préviens que je n'avais pas envie d'être ici aujourd'hui. C'est vrai, à quoi bon à part vous déprimer? Cela ne servira à rien. Tous ces gens qui disent qu'on ira mieux si on parle de notre traumatisme, ils croient que c'est facile, qu'avec de simples mots, on peut tromper notre cerveau et aller mieux du jour au lendemain. Laissez-moi vous dire que c'est faux. Ces personnes ne sont pas moi, elles n'ont pas mon passif et ne savent pas ce que je ressens. Cela fait 7 ans que je porte en moi les cicatrices de mon traumatisme et aucun psychologue ni groupe de parole ne pourra changer ce que je suis. Je serai toujours une enfant battue. Mais bon, après, je pense que ma souffrance est moins grande que celle de certains enfants dans les pays en guerre. Ce que tu dis est faux, ta souffrance n'est pas moins pire que celle des autres. Et je comprends tes réticences à fréquenter ce groupe de parole, mais tu déprimes personne ici, crois-moi. On t'écoute avec bienveillance et sans jugement, promis. Tout a commencé quand j'avais 8 ans. Alors que mon père vérifiait mon devoir d'histoire, il s'est fâché et l'a déchiré. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit que c'était parce que l'une des questions était fausse et que ce n'était pas du bon travail. Qu'il pensait avoir été clair et que mon travail devait passer avant tout. Énervé qu'il ait jeté le fruit d'un travail de plusieurs heures, j'ai boudé. C'est alors qu'il a levé pour la première fois la main sur moi. Il m'a giflé à plusieurs reprises et m'a donné un coup de poing dans l'estomac. Puis, alors que j'étais ébahie au sol, il m'a craché que je lui devais du respect et que tant qu'il ne validerait pas mon travail, je recommencerais. Juste après, il est venu s'excuser en réprimant des sanglots. Si vous saviez à quel point j'aurais aimé qu'il soit honnête, à quel point j'aurais aimé pouvoir le croire. Cependant, cette violence s'est poursuivie pendant 2 ans. D'abord quelques fois par mois, puis toutes les semaines et enfin tous les soirs. J'ai subi des violences physiques et verbales jusqu'à mes 10 ans. Il me frappait ou me rabaissait chaque fois qu'il était seul avec moi. Jamais mon travail ou mes notes n'étaient suffisantes, peu importe le temps ou la volonté que j'y mettais. Pendant tout ce temps, je me suis sentie incapable et faible. Incapable de résister et trop faible pour riposter. Chaque fois, après avoir commis ces actes me détruisant un peu plus de l'intérieur, il s'excusait. J'ai fini par comprendre qu'il avait beau exprimer des remords, jamais il ne s'arrêterait. Au fur et à mesure, chaque fois qu'il avait fini de me battre, je me disais que c'était un mal pour un bien, qu'il m'aimait et qu'il voulait que je sois forte et brillante. Cette torture qu'il me faisait subir me permettrait d'affronter les difficultés de la vie avec plus d'aisance que tous ces enfants qui sont aimés et chéris par leurs parents. Mon calvaire s'est terminé lorsque mon frère a vu un soir mon père me rouer de coups. Ce soir-là, j'ai fini à l'hôpital. Mes jours n'étaient pas comptés, mais j'avais de graves blessures. Je me souviendrai toujours de l'expression de ma mère quand elle a levé ses yeux sur moi et éclaté en sanglots. Elle s'est également excusée de ne pas avoir compris, de ne pas avoir été là. Mais elle a aussi promis que plus jamais elle ne laisserait quelqu'un me faire du mal et qu'on allait s'en sortir. Cela fait 7 ans et je me demande encore si c'est possible. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'est une aide pour toi et les autres de savoir qu'il y a une issue heureuse au traumatisme, même si la douleur nous suit toujours dans notre quotidien finalement. Qui veut continuer ? Ma mère est morte quand j'étais encore toute petite. Et comme mon père était déjà pas capable de s'occuper de sa propre vie, il a eu trop peur de me garder. Je suis restée à l'orphelinat pendant un moment, avant de passer de famille d'accueil en famille d'accueil. Elle n'était pas toute gentille. Certaines familles m'ignoraient, d'autres tentaient vainement de cacher leur agacement. Et les rares familles où je me sentais bien, je devais les quitter après peu de temps passé à leur côté. C'était toujours la même chose, le même schéma. Je passais d'une famille à l'autre tant de fois qu'au bout d'un moment, j'ai même arrêté de déballer mes affaires. J'ai toujours aimé avoir l'attention sur moi. C'est peut-être pour ça que j'ai passé mon temps à faire des bêtises. Au fond, j'espérais que les gens s'intéressent à moi et apprennent à m'apprécier, qu'ils essaient de me garder à leur côté. À la place, ils me demandaient de partir.
J'étais une trop grosse source de problèmes pour eux. Je n'ai jamais supporté de ne pas savoir ce qui allait m'arriver, de ne pas savoir chez qui j'allais vivre. Et quand j'ai eu 18 ans, on m'a laissé me débrouiller seule, sans rien. Ça a été dur. Quoi que je faisais, j'avais toujours l'impression que c'était temporaire. Encore maintenant, j'ai beau avoir une situation stable, je suis terrorisée. J'ai toujours l'impression que je vais me réveiller sans rien, qu'on va m'envoyer autre part avec rien qu'une petite valise. Enfin, j'ai pas trop à me plaindre, j'imagine. J'ai essayé de remplir mon arbre généalogique, ce qui m'a mené à rencontrer mon grand-père. Il m'a parlé de son père à lui, Léon. Il a vécu la guerre. J'imagine que j'étais un peu égoïste d'étaler mes problèmes à un grand-père que je ne connais pas. Après avoir appris ce que son père a vécu, j'ai compris que j'avais pas trop à me plaindre. Puis même, par rapport aux autres, si je m'en sors bien. Ta douleur n'est pas moins légitime que celle d'une autre et ce n'est pas parce que quelqu'un a vécu pire que toi qu'il faut minimiser ce que tu ressens. Tu es totalement légitime de souffrir de troubles post-traumatiques, c'est une maladie qui peut tomber sur tout le monde malheureusement. Tu t'es senti en confiance pour parler avec quelqu'un et ce n'est pas non plus égoïste d'avoir vidé ton sac. Qui veut nous partager son expérience? Oui? Tu veux rester assise peut-être, si c'est trop dur pour toi? Bonjour à tous. Ce que je vais vous raconter a eu lieu le jour de mes 15 ans. Et après une journée courte, j'avais organisé une soirée pour le fêter. Au début, c'était une soirée normale, je m'amusais beaucoup avec mes amis. Et c'est plus tard que ça a mal tourné. J'ai essayé de le repousser, mais il était plus fort que moi et j'ai essayé de crier, mais nous étions seuls et personne ne pouvait m'entendre. C'est ainsi qu'il a abusé de moi. Je l'avais invité car on s'entendait bien. Enfin, c'était ce que je croyais. Il a fallu qu'il soit un peu trop alcoolisé. Malgré mes protestations, il ne s'est pas arrêté. Personne n'était là pour m'aider et j'étais terrifiée, alors je l'ai laissé faire. Les années qui ont suivi cette soirée ont été difficiles. Ma vie avait été ruinée en l'espace de quelques minutes et maintenant il fallait que j'entame le long processus de guérison du traumatisme qu'il m'avait laissé. Au début, j'avais du mal à comprendre ce qui m'était arrivé. Est-ce que j'avais fait quelque chose de mal? J'avais tellement honte de moi-même. Puis au bout d'un moment, j'arrivais même plus à démêler le vrai du faux, je me souvenais plus exactement de ce qui s'était passé ou non. Donc j'ai essayé de dédramatiser, je me disais que c'était peut-être pas réellement arrivé, que c'était juste un mauvais cauchemar. Puis d'un coup, ça me revenait comme des flashbacks dans mes rêves dont je me réveillais en panique, ou lorsque je croisais quelqu'un qui lui ressemblait dans la rue. Dans ces moments-là, je sentais l'angoisse m'envahir. Alors je pouvais plus sortir de chez moi, je préférais rester en sécurité dans ma chambre. J'avais aussi peur de me retrouver au milieu d'une foule ou dans un endroit clos où j'avais l'impression d'être enfermée. Tout me ramenait toujours à cette soirée. Alors du coup, je voulais plus m'amuser ou manger. Dormir devenait difficile. J'avais envie de rien, juste d'oublier. Je voulais remonter le temps et faire en sorte que cela ne se soit jamais passé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir une psychologue. Ça m'a beaucoup aidée car j'ai commencé à mettre des mots sur ce que je ressentais, à faire le lien avec mes phobies et les traumatismes qui les avaient engendrés. Ma psy appelait ça un syndrome de stress post-traumatique. J'ai donc commencé à me relever et aller de l'avant, même si je savais que ça n'effacerait jamais ce qui s'était passé, comme une cicatrice qui restera toujours en moi. Ça m'a fait réapprendre certaines choses qui sont sûrement normales aux yeux des autres, accepter mon corps, faire de nouveau confiance aux gens, maîtriser mes angoisses. Ça a pris des années, mais aujourd'hui je peux dire que je vais mieux. J'ai déposé plainte il y a peu de temps, j'avais pas osé le faire avant car j'avais trop peur qu'on ne me croie pas. Et j'espère qu'il paiera pour mes cauchemars qui m'ont poursuivi pendant des années. Tu es un bel exemple de guérison. Merci beaucoup pour ton témoignage. Est-ce que toi aussi tu veux nous partager ton expérience? Bonjour, pour moi tout s'est passé à un concert. Donc ma mère m'avait acheté une place pour l'anniversaire de mes 13 ans parce que je savais très bien que c'était la seule chose que je souhaitais le plus. Ça m'avait rendue vraiment heureuse parce que c'était mon premier concert, mais je savais pas encore que ça allait être le seul. Je croyais que ça allait être un des plus beaux jours de ma vie, mais ça a vite viré au cauchemar. Quand le concert a commencé, je croyais pas que ce jour était enfin arrivé. Puis c'est ce qui s'est passé après qui a déterminé la suite de ma vie. Soudain, il y a eu un grand bruit sourd, puis un cri, et un deuxième, et plein de hurlements s'enchaînaient. Je regardais autour de moi pour voir ce qui se passait, puis j'ai entendu un coup de feu, et un autre, et encore un autre. Ça s'arrêtait plus. Tout ce que je voulais, c'était que ce vacarme incessant s'arrête enfin.
J'en pouvais plus. Je voyais des centaines et des centaines de gens tomber et d'autres pleurer. Je comprenais pas ce qui se passait, je savais pas quoi faire, j'étais paniquée. Je me suis retournée pour chercher ma mère parce que je savais qu'elle allait nous sortir de là. Et là, je l'ai vue, gisante sur le sol, immobile. La première chose que j'ai vue, c'était sa chemise blanche couverte de sang. Après ça, tout est devenu flou, je me rappelle plus ce qui s'est passé. Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital où mon père était à mon chevet en train de pleurer. On m'avait tiré une balle dans la jambe, mais bon, je m'en suis quand même sortie si on peut dire ça. Maintenant, dès que j'entends un bruit, qu'il soit minime ou fort, j'ai l'impression que je suis en danger de mort et que quelqu'un va m'attaquer. Je fais aussi souvent des cauchemars où je revis la même soirée tout le temps. Je revois à chaque fois le visage de ma mère morte. Chaque nuit, je le revis sa mort et ça ne s'arrête jamais. C'est comme un cycle éternel. Je mange plus normalement, je sors des repas, je mange parce que mon père m'y oblige. Comme il m'a obligée de retourner en cours seulement quelques semaines après, alors que j'étais vraiment pas prête, et je le serai jamais d'ailleurs. Il comprend pas ce que je ressens et il comprendra jamais. Il agit comme si c'était une chose qu'on peut oublier au bout de quelques mois. C'est sûr qu'il était triste à la mort de ma mère, mais il est vite passé à autre chose. Enfin bon, je me plains, mais c'est pas comme Parvana qui, elle, a vraiment vécu la guerre et a dû subir des choses encore pires. Ce que j'ai vécu n'est rien comparé à elle. Je ne suis pas dans la tête de ton père, mais je pense qu'il avait besoin de reprendre une vie normale après l'événement, un quotidien dans lequel tu allais à l'école et lui au travail comme tous les jours. Je ne pense pas qu'il s'en soit remis aussi facilement. Peut-être qu'il ne le montre simplement pas. On en revient d'ailleurs à la minimisation des souffrances. Tu ne peux pas comparer ton vécu à celui de Parvana. Toutes les douleurs sont différentes. Il faut bien comprendre que la hiérarchisation de la douleur mentale n'existe pas. Toutes vos douleurs sont importantes. Bien sûr, la guérison vient un jour, mais elle est plus ou moins lente selon les personnes, et ce, même s'ils ont vécu la même chose. Mais ne désespérez jamais d'arriver à revivre normalement un jour, car vous passerez à autre chose, et je l'espère grâce au groupe de parole. Depuis l'Antiquité, la résistance à l'oppression a fait l'objet de débats philosophiques importants. Elle constitue dans notre pays un des droits naturels, imprescriptibles, garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans la réalité, c'est l'action combinée de héros anonymes, sensibles, altruistes, animés par des valeurs humaines qui, en tout temps, a fourni aux opprimés les ressources pour survivre et oser croire en un avenir meilleur. Léon a grandi dans un esprit de fraternité et de résistance. Il a été porté par l'esprit de Dunkerque, cet élan qui pousse à se relever et se construire ensemble. Parvana a évolué autour d'hommes attachés à leur sol, de femmes qui ont œuvré clandestinement pour l'éducation et la liberté des filles. Bilkis a survécu grâce au soutien ponctuel de quelques êtres qui se sont présentés sur son chemin et qui lui ont permis, l'espace de quelques jours, de quelques mois, de ne pas sombrer définitivement. Les valeurs humaines. Se désintéresser de la lutte est un crime. Proclamation du FLN. Ne commencez jamais un mariage par un viol. Honoré de Balzac. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Oh.
Ils disent que l'amour trouvera un moyen. Je sais que la détermination le fera. Ronnie Milsap. Léon a senti l'action des forces alliées, a été témoin de l'émergence des centres d'accueil, de la naissance de l'Union européenne pour créer une Europe solidaire, sans guerre. Parvana a vu fleurir les camps de réfugiés à l'extérieur de Kaboul, consécutifs de l'exil de milliers d'Afghans. Entouré de figures intellectuelles résistantes, son expérience entretient l'espoir de faire bouger les choses en faisant connaître au monde entier ce qu'il se passe en Afghanistan. Bilkis s'est reconstruite lentement grâce à la rencontre d'une infirmière scandinave dans son camp, pour qui également une voie de salut serait de raconter l'histoire de ces femmes, faire connaître leurs souffrances. Nous croyons en l'Union européenne, au rejet de la guerre, à l'élan de solidarité commun, aux valeurs qu'elle défend, la liberté, le respect de la dignité humaine et des droits de l'homme, la tolérance, la justice, l'égalité entre les hommes et les femmes. Plus de 70 ans après la Seconde Guerre mondiale, les systèmes oppressifs continuent de fleurir. L'ONU, les organisations humanitaires tentent aujourd'hui à différentes échelles de secourir la population afghane qui subit les effets de l'instabilité politique, des conflits internes, des catastrophes naturelles, d'une crise économique et alimentaire et les impacts dévastateurs de la Covid. La solidarité internationale. Le cessez-le-feu, ce n'est pas la paix. Leila Shahid. Risque, jeune, innocence, fille, envie, bonheur, ensemble, aide, maison, imagination, révolution, organisation, liberté, courageuse, vivre, famille, transformation, devoir, forte, puissance, persévérance, prospérer, adrénaline, flamboyant, identité, implication, attentionnée, audacieuse, débrouillarde. Continuez, continuez. Il n'y a pas pour les peuples d'Europe d'autre avenir que dans l'Union. Jean Monnet. Morose, guerre, enfance, obstination, ténacité, exaltant, brave, physique, partage, opinion, monde extérieur, lien, uni, idée, nouveauté, réfléchi, la paix, égalité, résolution, munification, somptueux, autonome, coopératif, discipliné, dévoué, Alicide de Gasperi, Angela Merkel, Europe, Robert Schuman, Simone Veil. La générosité est un geste sans limite que l'âme du monde ressent à chaque instant. Commandant Massoud. Mauvais. Homme. Manipulation. Courage. Mental. Espoir. Solidarité. Entraide. Médecins sans frontières. Protection. Solution. Égalité. Bravoure. Force. Faculté. Intelligence. Application.
Détermination, lueur, idéalisme, indu, ambitieux, astucieux, confiance, combatif. L'installation symbolique et temporaire du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe pour saluer le début de la présidence française du Conseil de l'Union européenne aura beau avoir déclenché la première polémique de 2022, comme l'ont baptisé les réseaux sociaux, la paix est l'essence même de l'Union européenne et règne depuis 70 ans. Mais quel avenir pour l'Afghanistan, en guerre constante depuis 40 ans, et pour les 17 millions de ces femmes et filles fantômes, les grandes victimes du régime taliban. Dans un pays où l'espérance de vie d'une femme est à peine supérieure à 50 ans, dans un pays où moins d'une femme sur 3 est alphabétisée, dans un pays qui détient le second taux de mortalité maternelle le plus élevé du monde, dans un pays où l'ONU estime que 87% des femmes seraient victimes de violences domestiques. Deux étrangers au bout du monde si différents, deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Deux étrangers au bout du monde si différents, deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.